Au nord de la Norvège, dans l'archipel des Lofoten, une pêche miraculeuse a lieu tous les ans entre janvier et mars. C'est le meilleur moment de la saison. Ici, on pêche vraiment beaucoup. Dans cette mer de Norvège, des cabillots à profusion. Les poissons arrivent de l'Arctique par dizaines de millions pour venir pondre leurs œufs dans ces eaux plus chaudes. Chaque matin, Kurt Sledfol et son père remontent les lignes installées la veille. Vous allez voir, on aura des poissons sur tous les hameçons. Les cabillots ont mordu aux crevettes qui servent d'appât. Cette méthode de pêche est traditionnelle. Les poissons pèsent jusqu'à 35 kg et mesurent jusqu'à 1 mètre de long. Ce jour-là, en 7 heures, Kurt et son père remontent 2 tonnes de l'espèce si convoitée. Ça va, jusque-là c'est pas mal. Mais on a déjà connu des jours meilleurs. On peut pêcher jusqu'à 6 tonnes par jour. Et ça arrive souvent. En ce moment, c'est un très bon business. Blanc, sans arête, avec un goût peu prononcé, le cabillaud est le poisson préféré des Français et surtout des familles. C'est la 2e espèce la plus consommée en France après le saumon. Qu'il soit frais, surgelé, pané ou transformé dans des plats cuisinés, on en trouve partout, toute l'année. La meilleure partie, le dos, se vend jusqu'à 40 € le kilo. Pour les filets, c'est 2 fois moins. Le pané restant la forme la plus abordable. Magnifico, c'est parti. Le cabillaud est aussi le grand classique des restaurants. Alors, le cabillaud du Nord, du Grand Nord. Partout dans le monde, sa consommation ne cesse d'augmenter. Pour satisfaire cette demande, la pêche s'est industrialisée. Ça, c'est du cabillaud. C'est beaucoup d'argent. De la mer à l'assiette, quel est le parcours du cabillaud que nous consommons? Ce poisson est-il si bon pour notre santé? On fait des injections pour le rendre plus gros et plus blanc. Et pourra-t-on toujours en manger demain? À Paris, dans ce restaurant de poissons, le cabillaud est le plus prisé. Voilà le lever en filet, le désarrêté, prêt pour le service du midi. Si ce poisson plaît tant aux petits et aux grands, c'est parce qu'il est réputé sans arête. Oui, voilà. Pourtant, il en contient bien. Mais grâce à leur taille, les professionnels les retirent aisément. On dirait un cure-dent. L'avantage, c'est que c'est gros, c'est que c'est visible, et puis surtout, c'est facile à désarrêter. Voilà. On vérifie bien qu'il n'y a plus d'arête. Voilà, encore une là. Le cabillaud a aussi un autre avantage. Il se cuisine aussi simplement qu'un steak. On met un petit peu d'huile. On poêle le cabillaud du côté chair pour le faire colorer, lui apporter un côté croustillant. Après, on le retourne et on apporte la même cuisson de l'autre côté pour que ce soit homogène. Et on le passe au four 10 minutes à 100 degrés. Voilà. Voilà.
Pour ce chef, l'accompagnement doit lui aussi rester sobre, comme de simples légumes vapeur. Ensuite, on a préparé un petit beurre monté pour mettre sur les légumes et autour. C'est un plat simple, d'une grande fraîcheur et sans arrêt. On peut le manger rapidement et le commander en 10 minutes, en 15 minutes. Il est sur votre table, prêt à déguster. Et c'est un poisson qui est comment à la base? Est-ce que c'est un poisson qui est doux en fait. Doux. Tout le contraire du maquereau ou de la sardine. Le cabillaud est un poisson passe-partout. C'est un goût qui est quand même assez neutre. En fait, on va dire un goût de cabillaud. Mais alors, c'est quoi? Est-ce que ça n'a pas un goût de truite? C'est moins fort que le poisson. En fait, c'est peut-être parce qu'on aime justement ce poisson, parce qu'il n'a pas un goût de poisson. Il n'a pas un goût prononcé, donc en fait, il peut aller avec n'importe quelle recette, il peut plaire à tout le monde, puisqu'il plaît aux enfants. C'est ça. Dans ce restaurant, le plat de cabillaud est vendu 25 €. Mais il fut un temps où ce poisson se vendait beaucoup moins cher. Un temps où le cabillaud était un plat beaucoup plus populaire. À Binic, en Bretagne, au mois de mai, on célèbre le cabillaud, mais sous son ancien nom, la morue. Le cabillaud et la morue, deux noms pour un même poisson. Ce que je viens de faire, là, pour être trancheur, eh bien, combien fallait-il trancher de morue à l'heure? Sur le port, 4 anciens pêcheurs se souviennent des gestes d'antan. Les Français partaient alors pêcher ce poisson des eaux froides jusqu'à Terre-Neuve, au large du Canada. Le départ se faisait en février, pour 6 mois. Mais vous avez des personnes comme Claude, là, qui a fait 37 ans. Ça veut dire que quelque part, il n'a jamais vu un cerisier en fleurs. On voyait jamais le printemps. Des longs voyages qui vont voir naître la morue. Car jusque dans les années 50, il n'existait aucun moyen de congélation à bord des bateaux. Pour conserver le poisson, une seule possibilité, le sel. Dans les cales des navires, les pêcheurs en recouvraient le cabillaud fraîchement pêché. La morue ou le cabillaud, c'est la même chose. Ah bon? Bah oui, c'est la même chose. Il y en a une qui n'est pas salée et l'autre qui est salée. C'est tout. La morue est salée et le cabillaud n'est pas salé. Oui, quand on était petit, on en mangeait beaucoup. Hein. J'irais bien toutes les semaines ou tous les 15 jours. Hein. On en mangeait quand même pas mal. Hein. Bah, d'abord, c'était pas cher. C'était un mets qui était pas cher. La morue était si populaire que les Français consommaient aussi son huile. Je suis obligée? Oui. Une huile de foie de morue qui a traumatisé toute une génération. Aujourd'hui, la morue se consomme surtout en brandade, sous forme d'acra, de foie de morue et de compléments alimentaires. Mais ce poisson salé est désormais largement supplanté par sa version sans sel, le cabillaud. Celui que nous consommons en France est pêché majoritairement en Norvège. À son arrivée au port, le cabillaud passe dans une première usine où il est nettoyé, puis découpé. Le corps sera transformé en dos de cabillaud et en filet. La tête sera consommée telle quelle ou en soupe. Le foie sera mis en conserve ou pressé pour en faire de l'huile. Et même les œufs du poisson seront utilisés. Ça, ce sont les œufs. Et on en fait du tarama. Un peu plus au nord, dans une seconde usine, les corps sont débités en filets. Nous sommes chez le plus important transformateur de poissons de Norvège. Parmi ses clients,
des marques françaises. Les ouvriers manipulent plusieurs espèces toute l'année, comme de l'aigle fin et du lieu noir. Mais de tous ces poissons à chair blanche, le cabillaud est le plus recherché. Ce que nous produisons le plus, c'est le cabillaud. Le lieu noir est plus mou. L'aigle fin, c'est pas mal au goût, mais il est un peu gris. Pas aussi blanc que le cabillaud. On s'adapte au marché et c'est surtout le cabillaud qui est recherché. Entre 30 et 45 tonnes sont transformées ici chaque jour. La partie qui a le plus de succès, la voici. Ça, c'est le morceau qu'on appelle le dos. C'est la partie la plus épaisse, la plus tendre. À sa sortie de l'usine, le dos est vendu 10 € le kilo. Une fois arrivé dans les supermarchés français, il peut être revendu jusqu'à 4 fois plus cher. C'est un petit dos de cabillaud pour le marché français. C'est un produit pour Picard. On en fait aussi pour Carrefour. On les congèle et ils sont emballés en France. Le dos est une partie noble du poisson. Mais comme dans la viande, il y a aussi les bas morceaux, les restes ou les chutes. Tout est utilisé, ou presque. Là, vous avez tous les restes de la ligne de production. Ça peut être des morceaux de peau, des chutes de filet, du sang. Nous broyons tout ça et nous enlevons les arêtes. Puis nous congelons le tout pour en faire des poissons panés. Ça a le même goût que les filets classiques. Et ça a la même valeur nutritionnelle? Oui. C'est vendu au même prix? Non. C'est effectivement vendu moins cher. Ce mélange pour poisson pané vendu moins cher a-t-il vraiment la même valeur nutritionnelle? Toutes les parties du cabillaud sont-elles équivalentes? Depuis tout petit, on nous le répète, manger du poisson, c'est bon pour la mémoire et bon pour la santé. Globalement, on peut consommer du poisson. La qualité des protéines du poisson est la même que celle de la viande. Pourquoi? Ce jour-là, le docteur Laurent Chevalier conseille le cabillaud à ses femmes enceintes, car ce poisson apporte des protéines en quantité. Un filet ou dos de cabillaud contient 18 grammes de protéines en moyenne pour une portion de 100 grammes. En comparaison, un morceau de viande en contient entre 17 et 26 grammes. Donc là, je vais vous poser une petite question sur qu'est-ce que vous consommez comme poisson? D'eau de cabillaud et ensuite des conserves, souvent de sardines, du hareng sous vide. Moi, c'est surtout du saumon, du cabillaud en surgelé après. Pareil en filet ou cuisiné? En filet. Un peu comme tout le monde, saumon, cabillaud, on consomme pas mal de maquereaux et sardines en boîte. Enfin, grosso modo, il y a pas mal qui prennent du cabillaud, hein, c'est pas mal. C'est un poisson blanc qui est pas mal. Ça fait partie des aliments maigres qu'on peut tout à fait recommander 1 ou 2 fois par semaine. Mais tous les produits à base de cabillaud sont-ils aussi intéressants sur un plan nutritionnel? Pour les poissons panés, fabriqués à partir du mélange de peau et de déchets de cabillaud, que l'on peut repérer sous l'appellation chair hachée, nous ne sommes qu'à 13 grammes de protéines pour 100 grammes de produit, soit 27% de moins que pour un filet. Bien, c'est quand même mieux de consommer vraiment du filet. Après, dans la peau, on a aussi des protéines, etc. Mais sur le plan nutritionnel, c'est beaucoup plus médiocre. Ces produits ne sont pas non plus conseillés en matière de calories. Car si les filets et dos de cabillaud ne contiennent quasiment pas de gras ni de sucre, ce n'est pas le cas du poisson pané. On a des produits, finalement, qui peuvent être assez éloignés du poisson, avec cette concentration en gras, cette concentration en sucre. La valeur calorique est pratiquement 3 fois supérieure qu'un simple filet. Côté morue,
La brandade contient, elle, 5,6 g de protéines pour 100 g de produit, soit près de 70% de moins qu'un filet. Et pour ce médecin, certains dérivés de la morue sont même à éviter. Alors en ce qui concerne le foie de morue, c'est plus des produits que l'on conseille. Pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que finalement le foie des animaux concentre les métaux lourds et un certain nombre de polluants qu'on peut avoir dans les mers, mais qu'on peut avoir aussi de façon terrestre. Autrefois, on préconisait ça aux enfants puisque ça contenait de la vitamine D, que c'était des produits qui en soi peuvent être intéressants. Aujourd'hui, avec les pollutions, on est beaucoup plus réservé par rapport à la consommation de foie. Quant au tarama, fait à partir des œufs de cabillaud, le nutritionniste le proscrit. Je le déconseille assez formellement, puisque quand vous regardez, il y a un nombre d'additifs très impressionnant. Vous avez du gélifiant, qui n'est pas forcément très bien toléré sur le plan digestif quand on en prend trop. Il y a du E120, des acidifiants, du E270, des conservateurs, du E262, du E202, il y a du sirop de glucose et notamment des conservateurs, du E211. Et le E211, quand il est associé avec certains colorants, du E122, 124, pourrait, alors on a quelques interrogations, mais pourrait rendre les enfants hyperactifs encore plus agités. L'idéal est de loin, ça reste le filet de cabillaud. Moi, ce que je préconise sur le plan culinaire, c'est de le mettre dans tout simplement de l'eau qu'on va faire bouillir, de le laisser très peu de temps pour qu'il garde son moelleux, et vous rajoutez par exemple un petit peu de citron, et vous avez quelque chose qui est extrêmement goûteux. Peu calorique, avec un apport en protéines intéressant. Qu'ils soient frais ou surgelés, les filets et dos de cabillaud sont donc à privilégier. Mais au cours de notre enquête, nous nous sommes aperçus que tous ne se valent pas. Avant d'atterrir dans nos congélateurs, une grande partie du cabillaud pêché en Norvège est envoyée en Chine pour y être débité en dos et en filet. 15 000 km de voyage aller-retour pour économiser sur la main-d'œuvre. Aujourd'hui, la majorité du cabillaud surgelé que nous importons en France vient de Chine. Or là-bas, le cabillaud peut subir un traitement pour le moins surprenant. Sur ces images tournées en Chine par des industriels, on découvre des filets de cabillaud qui défilent. Et surtout, de grosses aiguilles qui percent le poisson. Elles injectent de l'eau au cœur de la chair. À quoi servent ces injections? Sont-elles dangereuses pour notre santé? Nous n'avons pas obtenu le droit de filmer en Chine. Alors pour en savoir plus, nous sommes allés à l'un des plus grands rendez-vous annuels des professionnels des produits de la mer, à Bruxelles. L'ensemble des acteurs de la filière se retrouvent ici chaque année. Équipés d'une caméra cachée, nous nous présentons comme acheteurs de cabillaud à bas prix. Vous vendez du cabillaud? Oui. Immédiatement, nous est proposé un cabillaud injecté. Pour le cabillaud, on fait des injections pour le rendre plus gros. Plus gros? Oui. Donc vous ajoutez de l'eau en fait? Oui, on injecte ça dans le poisson. Oui. Le poisson est plus grand. La taille des filets augmente. Donc il est plus gros? Oui, plus gros. Un cabillaud plus lourd, donc vendu plus cher. L'eau est ajoutée dans le poisson grâce à des injections ou tout simplement en le trempant dans un bain d'eau. Et souvent, l'eau n'est pas le seul ingrédient ajouté. Vous le voulez avec ou sans produits chimiques? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel produit chimique? Des produits chimiques pour retenir l'eau et rendre le poisson plus blanc. Et qu'est-ce que vous ajoutez? Le E451? Oui, le E451. Vous savez ce que c'est? C'est quoi?
C'est un type d'additif autorisé dans l'Union européenne. Il y a le E451, mais aussi d'autres additifs. Tous sont des phosphates. Le poisson en contient naturellement. Les industriels en ajoutent aussi. Ces ajouts sont autorisés, mais la consommation excessive de phosphate peut entraîner des maladies, notamment rénales et cardiovasculaires. En 2013, le syndicat national des produits congelés a mis en évidence la présence d'eau ajoutée dans 18% des 123 filets de cabillaud qu'il a fait analyser. La réglementation, aussi bien au niveau français qu'européen, n'interdit pas ces ajouts d'eau et ne fixe pas de seuil maximum. La seule obligation est de mentionner l'ajout d'eau et de phosphate. Nous avons acheté une dizaine de cabillauds en supermarché. Sur les étiquettes, aucune mention d'ajout d'eau ou de phosphate. Nous les avons néanmoins fait analyser. À l'Université de Lorraine, Stéphane Desaubry est chercheur dans un laboratoire qui travaille pour les industries agroalimentaires. C'est plutôt choquant du point de vue éthique quand on exagère cet ajout d'eau, puisqu'on fait payer aux consommateurs de l'eau pour le prix du poisson. C'est de l'ordre de quelques centimes. Pour le consommateur, c'est quelques pourcents du prix, donc 2 ou 3% du prix, donc on peut considérer que ça passe inaperçu. Simplement pour le producteur, ça devient très significatif. Ça peut se chiffrer à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros à la fin de l'année. Pour détecter l'ajout d'eau dans le cabillaud, il n'existe pas de protocole officiel. Le scientifique va utiliser celui dont les industriels et les services de la répression des fraudes se servent le plus souvent. Là, on fait des prélèvements. Il ne trouve pas d'eau ajoutée. Pour aller plus loin, il réalise d'autres analyses avec le protocole de recherche en eau qu'il utilise habituellement. Stéphane Desaubry va alors peser le poisson avant et après une cuisson à 103 degrés pendant 5 heures. Naturellement, la chair de cabillaud contient déjà beaucoup d'eau. En gros, la teneur moyenne en eau d'un cabillaud est de 79,8%. Sur les 12 produits testés, 3 sont classés en rouge par ce scientifique parce qu'ils présentent une teneur en eau plus importante que la moyenne. Alors je peux vous montrer les résultats. Donc, dans les produits frais, on est entre 81 et 82% d'eau, qui sont dans des teneurs en eau, on va dire, normales, basiques. Pour les produits surgelés, on est plutôt entre 83, 84, voire presque 85% d'eau. Et ça, c'est trop ? Simplement, on va dire qu'il y a de très fortes présomptions d'ajout d'eau. Il cherche alors la teneur en phosphate. Alors, dans la majorité des poissons, effectivement, il y a du phosphate. Le seul endroit où on n'a a priori pas du tout d'ajout de phosphate, c'est dans le poisson frais. Par contre, pour les poissons surgelés, on a systématiquement un ajout faible ou plus important de phosphate. Au-delà de 2 mg par gramme, ce qui est une teneur vraiment importante et qui traduit un ajout certain de phosphate. Ce phosphate a-t-il été réellement ajouté ? Les analyses de ce chercheur ne permettent pas de le savoir. Nous avons donc fait réaliser des analyses supplémentaires sur les mêmes lots par un autre laboratoire qui travaille lui aussi pour les industriels. Selon lui, même élevé, ce résultat en phosphate est cohérent avec une concentration a priori naturelle. Nous avons également sollicité les industriels. Ils affirment ne pas ajouter d'eau et expliquent les teneurs en humidité élevées par la couche de glace ajoutée autour du poisson lors de la congélation pour le protéger. Ils disent également ne pas ajouter de phosphate. Pour nous, consommateurs, l'ajout d'eau et d'additifs est quasiment impossible à détecter. Sauf à observer la cuisson, qui est parfois un indice. À gauche, le cabillaud qui contenait le moins d'eau. À droite, celui qui en contenait le plus. Aujourd'hui,
le cabillaud est 2 fois plus consommé qu'il y a 10 ans. Pour satisfaire la demande mondiale, des millions de tonnes de poissons sont sortis de l'eau chaque année, au risque d'un épuisement de la ressource. Dans certains endroits de la planète, le cabillaud a même déjà été éradiqué. À la fête de la morue à Binic, les anciens pêcheurs s'en souviennent. Pendant plus de 35 ans, ils ont pêché ce cabillaud à foison, dans un seul but. Gagner de l'argent. C'était notre gagne-pain, en somme. Plus tu pêchais, plus tu gagnais. Voilà. Plus le bateau était chargé, plus vite on rentrait au maison. Français, mais aussi norvégiens, anglais, russes, les pêcheurs du monde entier partaient au large du Canada, à Terre-Neuve. À l'époque, il se disait qu'il suffisait de plonger un panier dans les eaux glacées pour ramasser du cabillaud. Et comme en témoigne ce reportage d'une chaîne française en 1981, les prises étaient parfois faites en dépit du bon sens. Il est 11h du matin. Cela fait 3 heures que le chalutier malouin traîne son chalut dans la banquise. Lorsqu'à la passerelle, on a vu la poche du chalut pélagique bourré de poissons émerger à 50 mètres derrière le bateau, toute l'équipe de virage a compris qu'il allait se passer quelque chose. Dans le filet, quelques 80 tonnes de poissons. Le capitaine a été trop gourmand, le chalut est trop lourd, il ne montera pas la rampe. Le bateau doit en relâcher la moitié. 40 tonnes de poissons, morts pour la plupart. Cette image est emblématique de la pêche intensive de l'époque, sans limite. Prenne garde à ne pas se laisser emporter par l'avalanche. On suivait les bancs de poissons. Ouais. Mais on a laminé les fonds. Hein. Ouais. On nous a appelés les racleurs d'océan, et c'est vrai. Racler, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, c'était de la destruction pure et simple. Mais vous n'aviez pas de contrôleur ou de quota? Non. Il n'y en avait pas? Non, là on faisait ce qu'on voulait, là, on pêchait pour la ligne et puis on ramenait tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait à ramener, on ramène. En 1992, le Canada interdit la pêche dans ses eaux, mais il est déjà trop tard. Du plus gros stock de cabillaud au monde, à Terre-Neuve, il ne reste plus rien. Une extinction à laquelle les scientifiques ne s'attendaient pas. Alain Bizot est chercheur à l'IFREMER, l'Institut de recherche pour l'exploitation de la mer. Et pour lui, le constat est rude. À Terre-Neuve, la communauté scientifique tablait sur un retour du cabillaud, mais il n'en fut rien. Enfin, ça a été vraiment un traumatisme. La morue de Terre-Neuve, c'était vraiment un stock emblématique. Ça fait partie de l'histoire de la pêche mondiale. Et cet effondrement a causé vraiment un traumatisme pour les pêcheurs, pour les scientifiques aussi. Encore une fois, je pense que le fait qu'on n'ait pas réussi à se mettre dans des conditions qui permettent que le stock se renouvelle, ça a vraiment été une leçon terrible. Le cabillaud que nous consommons aujourd'hui vient désormais de l'Atlantique Nord-Est. Dans cette vaste zone de 13 millions de kilomètres carrés, 12 sous-zones appelées stocks. Des stocks plus ou moins peuplés de cabillaud. Chaque année, les scientifiques comme Alain Bizot évaluent leur état. Donc là, on voit clairement sur la carte qu'il y a 2 gros stocks qui se portent bien, ceux qui sont en vert. Vous avez le stock ce qu'on appelle le stock de mer de Norvège et de mer de Barents, qui a un stock énorme. On a à peu près 2 millions de quantités de poissons qui sont en âge de se reproduire. C'est vraiment colossal. Le deuxième très gros stock et qui se porte bien également, c'est celui qui est autour de l'Islande, qui se porte très bien. Ailleurs, effectivement, c'est plus discutable. On a des populations, des stocks qui se portent très mal. Parmi les 12 stocks, 7 sont en effet classés rouges. L'essentiel du cabillaud que nous consommons en France vient du plus gros stock, celui de la mer de Barents, ici en vert. Mais nous mangeons aussi du cabillaud provenant du stock rouge des côtes norvégiennes. Pour comprendre pourquoi notre cabillaud est pêché dans cette zone en danger, et pas uniquement dans le stock qui se porte bien, nous embarquons à bord d'un chalutier norvégien.
Ce bateau-usine fait le plein de carburant pour une campagne de pêche qui va durer entre 3 et 5 semaines. Direction le grand large, vers le stock le mieux portant, celui de la mer de Barents, classé vert. À bord, 17 hommes et 2 femmes. Après 24 heures de navigation, le capitaine Danny Bratang arrive sur zone. Là, vous voyez ces points sur l'éco-sondeur, c'est typique du cabillaud. Pour pêcher un maximum de cabillaud, 2 filets de 60 mètres de long sont déployés. Ces poids vont les maintenir au fond de l'eau, là où vivent les cabillots. On descend à 300 mètres, donc il faut avoir beaucoup de câbles pour aller jusqu'en bas. Les filets restent à l'eau pendant plusieurs heures avant que les équipes de Kim Larsen ne les remontent. Les gestes sont précis et répétés plusieurs fois par jour. Vous ne dormez jamais? Je travaille pendant 6 heures. Je dors 6 heures et quand je dors, il y a une autre équipe sur le pont. Je crois qu'on est prêt. On remonte. Maintenant, on va commencer à remonter les filets, en espérant qu'ils contiennent de jolis cabillots, de gros cabillots. Là, vous voyez les poissons? Toutes les 5 heures en moyenne, ils pêchent entre 8 et 12 tonnes de poissons. C'est beaucoup, non? Oui, ça va. C'est bien, ce sont de gros cabillots, donc c'est même très bien. D'autres espèces tombent aussi dans leurs filets, comme le lieu noir, l'aigle fin ou ce flétan. Il est balèze. Ils sont autorisés à les pêcher et à les vendre, mais leur priorité reste le cabillaud. Le cabillaud se vend plus cher, donc plus de cabillots, c'est plus d'argent. À peine sortis de l'eau, les cabillots sont transportés dans l'usine située dans les cales du bateau. Le poisson est découpé, éviscéré, rangé par taille, puis congelé. Là, vous voyez le chef de ligne met le poisson dans les congélateurs. En 2 heures à peine, les cabillots sont transformés en blocs de glace. Ils seront transportés ainsi en Europe ou en Chine pour être débités en filets. Un bloc comme ça, c'est 50 kilos. Si la pêche est bonne, entre 40 et 60 tonnes de cabillots sont ainsi congelés chaque jour. Vous pensez qu'il y a assez de cabillots dans la mer? Oui, bien sûr. Nous pêchons uniquement la quantité que nous sommes autorisés à pêcher. Nous ne pouvons pas en prendre plus. On a un quota et on va le pêcher. Nous sommes juste les pêcheurs. C'est pas nous qui décidons des quotas. La Norvège autorise Danny Bratang à pêcher 3690 tonnes de cabillots par an. Le pays lui impose aussi une délimitation géographique parce que son chalutier mesure plus de 15 mètres. Il n'est pas autorisé à pêcher à moins de 20 km des côtes. Ceci afin de protéger cette fameuse zone rouge dite des côtes norvégiennes. Mais la réalité est plus compliquée. Lorsque le capitaine se rapproche de cette frontière floue, il va automatiquement prendre du poisson des côtes dans ses filets.
On a passé un jour ici et on va retourner là. Vous allez pêcher là aussi? Oui, les bateaux attrapent plus de cabillaud là-bas. Mais donc vous risquez d'attraper aussi du cabillaud des côtes? Oui. Voilà comment nous pouvons manger du cabillaud provenant d'une zone en danger. Mais ce n'est pas la seule explication. Nous changeons de périmètre et nous rapprochons des côtes en deçà de la limite des 20 km où les populations de cabillaud sont en danger. Ici, les bateaux de moins de 15 mètres sont autorisés à en pêcher sous certaines conditions. Mais elles ne sont pas toujours respectées. Cet après-midi-là, nous embarquons avec le seul bateau de la direction des pêches en charge des contrôles. Un unique bateau pour plus de 1000 embarcations. Vous êtes en train de pêcher là? Oui. On aimerait bien venir à bord pour faire des contrôles. Vous les prévenez toujours avant d'y aller? Oui. Il faut qu'on soit d'accord. Parce qu'on va les aborder. C'est pour des raisons de sécurité. Parce que quand on approche et qu'on grimpe sur l'autre bateau, il faut qu'on puisse monter en toute sécurité. Les bateaux sont prévenus 1 heure avant que les contrôleurs ne débarquent. Et visiblement, au cours de cette inspection, notre présence va changer la donne. On ne mesure pas souvent la taille de ce type de poisson, mais on va le faire aujourd'hui, comme la télé est là. Ce serait sympa. Ah oui, ça peut donner une image positive. 53. 53. Devant nous, Trondbacon et ses équipes mesurent donc la taille des cabillots. 67. Car pour que l'espèce puisse se renouveler, il est interdit de pêcher les cabillots trop jeunes. On n'a pas le droit de pêcher trop de cabillots dont la taille est inférieure à 45 cm. S'il y a trop de juvéniles dans une zone, on peut fermer la pêche. Pourquoi? Parce qu'on veut préserver les petits cabillots pour qu'ils puissent grandir. On prend ça. Non, on prend celui-là, c'est mieux. Ces pêcheurs ne prennent pas de cabillots trop petits. 38. Sûrement parce qu'ils respectent la taille des mailles des filets. 28. Assez large pour laisser filer les plus jeunes. En notre présence, les contrôles se poursuivent pendant près de 3 heures. Et lorsque les fonctionnaires finissent par mesurer la largeur du filet, le bateau n'est plus dans les clous. Le filet est trop efficace pour cette zone. Il va falloir qu'il le change pour un nouveau, un plus petit. Pourquoi c'est problématique? Il prend trop de poissons. Il est vraiment trop grand, mon filet? Ouais, il est trop grand de 27 mètres. Pour ce filet trop large, le capitaine va se faire confisquer sa marchandise. 15 000 € de cabillots qui seront vendus au bénéfice du gouvernement norvégien. Mais ce genre de confiscation est rare. Elle représente 1,5% des marchandises déchargées. En 2017, la Cour des comptes norvégienne a pointé du doigt les méthodes de ses agents. D'après ce rapport, leurs contrôles sont trop prévisibles. Toujours réalisés en journée et en semaine, la Cour des comptes estime qu'il est facile pour les industriels de s'adapter à ces contrôles. En 2017, plus de 52 000 tonnes de cabillaud ont été pêchées dans cette zone rouge des côtes norvégiennes où le poisson est en danger. C'est plus du double de ce que recommandent les scientifiques. Alors est-il possible, au moment où on l'achète, de choisir un cabillaud qui viendrait uniquement des stocks qui se portent bien? Nicolas Fournier travaille pour une organisation internationale qui lutte contre la surpêche. Avec lui, sur ce marché parisien, nous allons nous apercevoir qu'il est très difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Filet de cabillaud
Sur les étiquettes, il y a bien sûr le nom du poisson et le prix. Mais côté provenance, seule la zone très vaste de l'Atlantique Nord-Est est indiquée. Vous pensez que c'est normal? Pas du tout. La loi exige de mentionner également le nom du cabillaud en latin, la technique de pêche, la zone et la sous-zone, les fameux stocks qui sont indiqués par un chiffre. Le poissonnier est censé vous indiquer à quoi correspond ce chiffre. Le plus souvent, aucune de ces informations n'est affichée. Alors il faut s'en remettre à la bonne foi des vendeurs. Bonjour. Bonjour, il vient d'où votre cabillaud? Et là, ce n'est pas gagné. Il vient d'où votre cabillaud, celui-ci? Ça c'est français, c'est fait maison. Français? Fait maison. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je veux bien vous croire. C'est pas industriel. Ouais. Ok, ça va. Bon. Sur la majorité des étals, aucune mention de la sous-zone sur les étiquettes, même quand le vendeur affirme que son poisson provient d'un stock classé vert. Ça vient d'Islande. Le poisson vient d'Islande, du Grand Nord. Mais là, pourquoi, pardon, vous ne mettez pas Islande? Enfin, il n'y a pas la place, j'imagine, mais à ce moment-là, il faut faire des étiquettes... Ouais, mais bon... Oui, non, mais ça vous perturbe un peu. Ouais, ça me perturbe. Je comprends que ça vous perturbe. C'est en effet perturbant pour le consommateur qui ne peut pas choisir son poisson en toute connaissance de cause. Alors quand Nicolas Fournier voit enfin un numéro mentionné, la sous-zone 1, le stock de la mer de Barents qui se porte bien, il engage la conversation avec le vendeur. Bonjour, petite question. Qu'est-ce que vous avez en cabillaud? Je vois que vous avez vous avez là du filet et là-bas. Sauf qu'à l'oral, le cabillaud vient soudainement d'un autre stock. Et ça vient d'où? Parce que les étiquettes là, c'est quoi l'étiquette? Le cabillaud, ça c'est d'Écosse. L'Écosse, un stock classé rouge. Rien à voir avec le stock numéro 1 qui, lui, est vert. Lorsque les poissonniers ne respectent pas l'affichage de la zone de pêche, ils risquent d'un simple avertissement à un procès verbal en cas de contrôle par la répression des fraudes. On a un problème de traçabilité un peu général et un manque d'information auprès des consommateurs. Uniquement à Paris? Non, on le retrouve partout. Nous, on a travaillé un peu même au niveau européen. Partout, on a essayé de chercher un peu. On a trouvé des anomalies, des irrégularités dans l'étiquetage de poissons, du cabillaud notamment, mais pas que. Donc c'est vraiment un problème qu'on retrouve partout et dans le monde entier même. Sur les marchés, difficile donc de choisir un cabillaud d'un stock qui se porte bien. Alors la solution se trouve peut-être derrière ce logo. MSC. Un label pêche durable. Le programme MSC est ouvert à toutes les pêcheries qui souhaitent prouver leur durabilité. La pêcherie doit laisser suffisamment de poissons dans la mer pour que les stocks puissent se renouveler et que la pêche puisse s'exercer indéfiniment. En place depuis 1997, un peu plus de 2000 références sont certifiées dans nos supermarchés français. Au rendez-vous annuel des professionnels des produits de la mer à Bruxelles, le label de cette ONG attire de nombreux vendeurs de poissons. Je pense qu'on a tous envie aujourd'hui d'être un peu plus responsables dans ce qu'on fait, dans nos activités, et par rapport à nos clients aussi, qui cherchent des choses beaucoup plus responsables et beaucoup plus durables. Un logo bleu qui nous assure de ne plus manger de cabillaud surpêché. Pour chaque cabillaud certifié vendu, le label MSC reçoit 0,5% du prix du produit. D'après le responsable en charge du marché français, la traçabilité est garantie. Toute la chaîne doit être certifiée du bateau jusqu'au consommateur pour prouver que le label est bien apposé sur des poissons qui sont issus de pêcheries certifiées au départ. Donc a priori, pas de logo MSC sur les stocks qui se portent mal, comme celui des côtes norvégiennes. Nous lui demandons confirmation. Est-ce qu'on peut avoir du cabillaud certifié MSC qui vient des côtes norvégiennes? Des côtes norvégiennes, alors ça, très sincèrement, il faudrait que je vérifie. Enfin, en tout cas, il y a des pêcheries norvégiennes qui sont certifiées. Mais des côtes norvégiennes, je crois qu'il y a je peux vérifier ça avec quelqu'un qui connaît mieux ces pêcheries. Ouais, c'est moi. J'ai une question super pressante et j'ai l'impression qu'elle essaye de me piéger. Le stock inshore de cabillaud en Norvège, il en est où?
Il n'est pas certifié. D'après eux, le cabillaud des côtes norvégiennes n'est pas certifié MSC. Pourtant, dans l'une des usines que nous avons filmées en Norvège, ce n'est pas exactement ce qu'on nous a expliqué. C'est du dos de cabillaud. Dans ce produit certifié MSC, le cabillaud vient aussi du stock des côtes norvégiennes classées rouges. Le cabillaud vient de la mer de Barents. Et il y a du cabillaud qui vient d'ici, des côtes norvégiennes. Certains jours, on mélange la matière première, les cabillauds qui viennent de la mer de Barents et ceux qui viennent des côtes. C'est compliqué pour nous de les séparer pendant le processus de production. Nous montrons ces images aux responsables d'MSC France. Ce qui est sûr, c'est que si il utilise le label sans la garantie que ce cabillaud ne provient pas d'un stock non certifié, il ne peut pas utiliser le label normalement. Donc si c'est le cas, très clairement, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on regarde. Le lendemain, nous recevons un mail avec des précisions. D'après l'organisation, une faible proportion, 5%, de cabillaud côtier non séparable, non différenciable, peut rentrer dans la chaîne d'approvisionnement certifiée MSC. Ce label pêche durable certifie également le cabillaud de la mer du Nord, un stock classé orange, dont la survie n'est donc pas garantie si la surpêche continue. Le label MSC, lui, se porte bien. Dans son rapport annuel de 2017, l'organisation fait état de près de 25 000 produits certifiés MSC dans le monde, 10 fois plus qu'en 2008. Ces 10 dernières années, notre consommation de cabillaud a augmenté de 50%. Face à la baisse du nombre de poissons, certains mettent en avant une autre source d'approvisionnement. Au nord de la Norvège, dans ce centre de recherche, Øyvind Hansen a été missionné par le gouvernement pour plancher sur ce qui sera peut-être le cabillaud du futur, destiné à inonder entre autres le marché français. Le cabillaud sauvage se sauverait au contact d'un être humain. Celui-là, il s'éloigne, mais il n'est pas effrayé. Du cabillaud d'élevage né par insémination artificielle. Ce sont des œufs de cabillaud qui ont 4 jours. Ça veut dire qu'on les a pris de leurs parents, qu'ils ont été fertilisés, et maintenant vous avez un embryon de cabillaud qui grandit dans ce petit œuf. Pour faire grandir plus vite les cabillauds, les bébés sont placés sous un éclairage artificiel 24 heures sur 24, car cela stimule leur appétit. Le but de ces chercheurs, créer une espèce adulte à 2 ans au lieu de 6. On compare différentes familles au même âge, et les familles qui grossissent le plus rapidement seront les parents de la génération future. Øyvind Hansen veut nous montrer à quoi ressemblent les fermes d'élevage encore en expérimentation. Les cabillauds y sont transférés à l'âge d'1 an. Perdus au milieu d'un fjord, 10 cages de 100 mètres carrés chacune. Dans ce bassin, il y a près de 10 000 poissons. Si cette expérimentation est concluante, ces cabillauds d'élevage se retrouveront dans nos assiettes dans une dizaine d'années. À moins d'un échec, comme ce fut déjà le cas. Dans les années 2000, des cabillauds d'élevage avaient été commercialisés, mais leur production s'était arrêtée brutalement. Des associations de défense de l'environnement, comme celle de Kurt Odecalve, avaient alors pointé du doigt des cabillauds malades, mal formés et qui s'échappaient de leur cage. Dans le fjord là-bas, un pêcheur a attrapé ces cabillauds
qui s'était échappé d'une ferme d'élevage. Il me les a amenés pour me montrer à quoi ressemble un cabillaud d'élevage. Il a un squelette déformé, il ne peut plus fermer sa bouche. Donc, il nage toujours avec la bouche ouverte. On les a appelés Frankenstein. Il y avait des centaines de cabillots d'élevage qui s'échappaient et se reproduisaient avec les cabillots sauvages, et ça, c'est pas une bonne chose. En 2008, l'opinion publique est alertée. Les ventes chutent. Une offre massive de cabillots sauvages finit alors d'achever le cabillaud d'élevage. Mais pour Øyvind Hansson, cette deuxième tentative d'élevage du cabillaud sera la bonne, parce que désormais, nous n'aurions plus le choix. Pour l'instant, on pêche encore beaucoup de cabillots sauvages, mais il y a des rumeurs qui disent que les quotas vont baisser. Donc pour que le marché continue de se développer et qu'on ait du cabillaud toute l'année dans nos supermarchés, le cabillaud d'élevage sera préférable. Et ils s'échappent toujours aujourd'hui ? Non, ils sont domestiqués. Alors ils sont plus paresseux, mais plus heureux aussi. Mais plutôt que de manger du cabillaud heureux mais paresseux, la solution ne serait-elle pas de goûter d'autres espèces ? Des poissons à chair blanche moins connus, mais qui plairont aussi à vos enfants, tels que le lieu jaune, le merlan ou encore le taco. Une façon d'équilibrer les différentes pêches, une façon de préserver les océans de demain.